En juin 1995, un samedi matin, un résident de Galveston découvrit des billets de banque tachés de sang par terre. En cherchant d'où provenaient ces billets, il remarqua que la porte arrière d'un immeuble était ouverte. Il constata qu'on effectuait des travaux de rénovation dans l'appartement, mais personne ne répondit à son appel. À l'intérieur, il découvrit le corps de son voisin, John Miller, 32 ans, poignardé à mort. Des agents du service de police de Galveston furent dépêchés sur la scène. Il y avait des éclaboussures et des traînées de sang sur le plafond, les murs et le sol des 5 pièces de l'appartement. Pour le détective Norman Giles, ces taches de sang étaient déterminantes dans la résolution du meurtre. Il m'est tout de suite apparu évident que nous devions recueillir des échantillons de sang et protéger la scène du crime. Nous avons donc tout mis en œuvre pour qu'aucune de ces traces ne soit altérée. Des experts en projection de sang furent dépêchés sur les lieux pour photographier et dresser des diagrammes des taches. Le spécialiste Gary Jones n'en avait jamais vu autant sur la scène d'un crime. Dès que je suis entré dans l'appartement, j'ai su que cette enquête sortait de l'ordinaire. On pouvait y voir réunies en un même lieu toutes les trajectoires possibles de sang. Je savais que je devrais y passer un bon bout de temps en voyant la scène et la quantité de sang versée au cours de la lutte. La victime avait eu plus d'un assaillant. Il y avait 3 sortes d'empreintes de semelles différentes dans le sang. L'une d'entre elles correspondait aux bottes de la victime. La seconde avait été faite par des chaussures de course. La troisième était une empreinte de pied. Elle avait été laissée par une femme ou un enfant. Une de ces empreintes était si nette qu'elle servirait à une identification advenant que la police dispose d'un suspect. On découpa l'empreinte à même le sol. Mais les auteurs du meurtre n'étaient pas sortis indemnes de la lutte. Des gouttelettes de sang près de l'empreinte démontraient que l'un d'eux saignait de la jambe. En suivant la piste de gouttelettes de sang, les enquêteurs découvrirent l'arme présumée du crime. Un couteau avec une lame de 10 cm. L'arme fut ajoutée aux autres indices, même s'il n'y restait aucune empreinte digitale. La piste ne s'arrêtait pas là. Il y avait du sang dans l'escalier, à l'extérieur jusqu'à la rue, puis dans la rue direction sud jusqu'à un stationnement près de la digue. À cet endroit, la piste de sang s'évanouissait dans l'eau. Sans empreinte digitale, ni témoin ou mobile apparent, l'enquête était bloquée. Les détectives interrogèrent les amis de la victime. Miller avait été vu pour la dernière fois en vie la veille dans un bar du coin. Selon une serveuse, il avait passé la soirée avec un couple d'inconnus. L'homme était dans la trentaine et la femme dans la vingtaine. On ignorait encore s'ils étaient témoins ou suspects. Ces 2 individus pouvaient être n'importe où maintenant. Il serait difficile de les retrouver, surtout que personne ne connaissait leur nom. Les enquêteurs apprirent également que le véhicule de Miller avait disparu. Nous avons parlé à des membres de sa famille et personne ne savait où se trouvait son pick-up. Il avait probablement été volé au moment du meurtre. Quelques jours plus tard, la police de Houston signala avoir retrouvé le pick-up abandonné dans un stationnement. Il fut immédiatement retourné sur l'île. Pendant ce temps, Giles visita les commerces qui se trouvaient le long de l'autoroute de Houston où le véhicule avait été retrouvé. Nous nous sommes arrêtés à un hôtel et le commis nous a confirmé avoir vu un homme et une femme correspondant à la description des personnes que l'on avait vues avec Miller à Galveston. Selon lui, la femme semblait boiter légèrement. L'expert Gary Jones procéda à l'examen du pick-up qui avait été remorqué jusqu'à Galveston. Il n'était pas très optimiste. Nous étions surtout préoccupés par le fait que le véhicule avait été contaminé pendant son transport jusqu'ici et le temps passé sur le terrain de stationnement à Houston. Jones se mit à la recherche d'empreintes digitales. Sur une des poignées de portière, il remarqua l'empreinte d'un pouce. Elle fut recueillie et introduite dans un système informatisé d'identification d'empreintes digitales. Une semaine plus tard, le système avait trouvé une empreinte identique. Elle appartenait à un homme arrêté quelques mois plus tôt à Lubbock. Il s'appelait Charles Wayne Keyes. Il avait déjà été impliqué dans des crimes violents. Le fait d'avoir découvert un lien entre Keyes et le véhicule de la victime était encourageant.
même si cela ne constituait pas une preuve formelle. Nous disposions de l'empreinte de Keith sur le camion, mais nous savions qu'il s'était trouvé à bord de ce véhicule à d'autres moments que lors du crime. Grâce au service d'aide sociale, les policiers retrouvèrent enfin la trace de Keith et de sa petite amie à Lubbock, à 800 km de distance. Munis d'un mandat, ils les ramenèrent à Galveston pour les interroger. Qu'ils aient été coupables ou non, il n'en demeurait pas moins qu'ils étaient les dernières personnes à avoir vu John Miller en vie. Les détectives avaient hâte de les interroger. Pendant qu'on prenait les empreintes des pieds de la petite amie, les policiers se concentrèrent sur Keith. Il reconnut que sa petite amie et lui étaient bien en compagnie de Miller au bar lors de la soirée en question. Miller les avait ensuite conduits à une salle de billard où son pick-up était tombé en panne. C'est à ce moment-là, selon lui, qu'il s'était dit au revoir. Pendant ce temps, les experts procédaient à la comparaison de l'empreinte de la petite amie à celle découverte sur la scène du crime. Elles avaient exactement la même taille, mais les experts devaient être le plus précis possible. Tout comme pour les empreintes des doigts, les orteils ont des motifs caractéristiques qui peuvent servir à une identification. Les experts poursuivirent leur examen. Les deux empreintes étaient parfaitement identiques. Nous disposions de l'empreinte de son pied dans le sang dans l'appartement de Miller. Nous savions donc qu'elle s'y trouvait au moment du meurtre. Les policiers mirent Keith devant les faits et lui annoncèrent qu'ils pouvaient prouver que sa petite amie et lui étaient en compagnie de Miller au moment de sa mort. Keith reconnut alors avoir poignardé Miller, mais il déclara qu'il s'agissait de légitime défense. Selon lui, c'est Miller qui les avait assaillis en premier. Les policiers doutaient que Keith ait eu recours à autant de brutalité pour se défendre contre un homme non armé, mais sans preuve, le jury pouvait pencher du côté du suspect. Les détectives de Galveston étaient maintenant confrontés à une nouvelle difficulté. Faute de preuves formelles, la parole du suspect prévaudrait. Il fallait espérer que les réponses se trouvent dans la piste de sang de la victime. Les policiers de Galveston au Texas ne croyaient pas à la légitime défense de Keith. Ils étaient convaincus de sa culpabilité et espéraient le prouver. Lorsqu'on travaille sur une scène de crime, la clé du succès réside dans sa capacité à observer et comprendre ce qu'elle veut nous révéler. Dans le cas présent, cela signifiait interpréter ce que racontait le sang de la victime. Pour illustrer la brutalité du meurtre et prouver que le suspect mentait, Jones procéda à la reconstitution du meurtre à partir des traces de sang. Les experts avaient remarqué deux différentes sortes de semelles et des empreintes de pieds nus. En se basant sur les photographies, Jones reproduisit les empreintes des trois individus dans une maquette de l'appartement. Selon lui, Keith avait attaqué Miller et l'avait poursuivi jusque dans un coin de la pièce. Les empreintes des bottes de la victime étaient suivies de près par celles des chaussures de course de Keith. Quant à sa petite amie, elle s'était trouvée coincée entre les deux hommes. Ses empreintes indiquaient qu'elle avait couru et qu'elle était sortie par la porte arrière. De son côté, Miller s'était dirigé vers la porte avant. Les empreintes du meurtrier le suivaient. Des éclaboussures sur la porte démontraient que Miller avait reçu le coup fatal alors qu'il tentait de fuir. Il n'y était pas parvenu. Il avait glissé le long du mur pour s'affaisser au sol. La reconstitution de Jones réfutait l'argument de légitime défense de Keith et démontrait que Miller avait été victime d'une attaque sans merci. Les détectives croient que la nuit du meurtre, Miller aurait offert au couple de les héberger. Keith était très possessif avec sa petite amie et il a été pris d'une crise de jalousie meurtrière. Il a poignardé Miller pendant que ce dernier tentait de fuir. Grâce à l'habile reconstitution du crime, Charles Wayne Keith fut trouvé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Les accusations portées contre sa petite amie furent abandonnées.